Les Français travaillent-ils moins que les autres ? Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas malade. J'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment, tout le monde a la grippe, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre pays. Moi, pour le moment, je suis passé à travers les gouttes. Passer à travers les gouttes, il me semble que j'ai déjà utilisé cette expression dans un épisode. Ça veut dire éviter un danger, éviter un problème, un peu comme quand il pleut et qu'on arrive à passer à travers les gouttes de pluie pour ne pas être mouillé. Donc moi, je touche du bois parce que je ne suis pas tombé malade pour le moment et j'espère que ça va continuer comme ça. Et j'espère que vous aussi, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, c'est un épisode en solo dans lequel on va parler de travail. Oui, parce que l'année a commencé, 2025 a commencé, et maintenant, tout le monde doit retourner au travail. C'est un sujet qui concerne aussi la vie quotidienne en France, parce que le travail occupe une grande place de notre vie, même pour nous, les Français. Je sais que c'est pas toujours la réputation qu'on a, mais vous allez voir dans cet épisode que même pour les Français, le travail est important. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais revenir un peu sur le sondage que je vous avais proposé en début d'année. Un sondage dans lequel je vous demandais de nous aider à choisir les thèmes pour les épisodes de 2025. Alors, je sais que c'était un peu difficile de répondre parce que je vous demandais de choisir une seule réponse. Donc, beaucoup d'entre vous se sont plaints qu'ils voulaient choisir plusieurs réponses ou que tous les sujets les intéressaient. Et voilà, moi, je voulais vraiment qu'on puisse hiérarchiser, on va dire, les thèmes des épisodes. Donc voilà, je vous ai forcé à en choisir une seule réponse. Et pour vous donner une petite idée des résultats, le thème qui est arrivé en première position, et de loin, c'est la vie en France, la société, les habitudes des Français. Et ça, on le savait déjà. C'est vrai que c'est souvent les épisodes qui marchent bien, qui sont assez populaires. Ensuite, le thème qui est arrivé en deuxième position, c'est la culture française, la musique, le cinéma, l'art. Alors ça, c'est vrai qu'on en parle moins souvent dans le podcast parce que, typiquement pour les films, c'est un peu difficile, je trouve, de vous parler d'un film que vous n'avez peut-être pas vu. Parce que si on vous raconte l'histoire, ça va faire des spoilers, donc ça va pas être très intéressant. Si on vous dit ce qu'on a pensé de ce film, ça peut vous donner envie de le voir, mais ça aussi, ça peut être un peu difficile à suivre si vous ne l'avez jamais vu. Et puis ça peut être frustrant si dans votre pays, ce film n'est pas disponible. Pareil pour les livres, etc. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on aime bien faire aussi chez Inner French avec Ingrid. Donc, on va essayer cette année de faire un peu plus d'épisodes sur la culture française et de partager des recommandations avec vous. Ensuite, quasiment à égalité, vous avez dit que vous aimiez bien les épisodes sur l'actualité française, la politique. Ça, on en a fait beaucoup l'année dernière, donc on va en faire un peu moins, je pense, cette année. Après, l'histoire de France, les anecdotes personnelles et en dernier, les interviews avec des invités. Alors je comprends, c'est vrai que les interviews avec des invités sont plus difficiles à comprendre. Ça dépend aussi beaucoup des invités et nous, on ne sait pas toujours comment la personne va parler avant de faire l'entretien. Donc voilà, ça peut vous poser quelques problèmes de compréhension. Et c'est vrai que des podcasts avec des interviews en français, il y en a déjà plein. Donc, c'est peut-être pas là qu'on a le plus de valeur ajoutée. Mais de temps en temps, quand on trouve une personne qui nous semble intéressante, eh bien, voilà, on ne se prive pas de faire encore peut-être des interviews de temps en temps. Et les interviews, c'est aussi surtout dans nos cours, donc notamment dans notre cours avancé, le cours C1, les visages de Paris. Là, c'est uniquement des interviews. Donc, si c'est un format qui vous plaît, eh bien, je vous encourage à aller voir ce cours-là. Dans tous les cas, les résultats de ce sondage me confortent dans l'idée qu'il faut varier les sujets, varier les thèmes.
C'est ça aussi qui fait la force de ce podcast, je pense. Et puis, je vous remercie pour toutes vos suggestions, tous vos encouragements. Ça nous fait toujours plaisir aussi dans les commentaires que vous laissez sur les épisodes, que ce soit sur le site ou sur Spotify. On n'a pas le temps d'y répondre, mais on les lit tous. Et là, on a reçu une bonne dose de motivation pour continuer le podcast cette année. Alors, je vous disais que dans cet épisode, on va parler de travail. Pardon, j'ai l'impression de parler un peu vite peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai bu trop de café, je ne sais pas si je dois ralentir. Bon, en tout cas, vous savez que vous avez toujours la possibilité de changer la vitesse sur le player du podcast. Donc je vais continuer sur ma lancée. Je vous disais qu'aujourd'hui, on va parler du travail qui représente une part importante de la vie en France, même si je sais, on ne dirait pas comme ça. Vous connaissez sûrement ce stéréotype qui existe à propos des Français, ce stéréotype qui dit que les Français sont plutôt paresseux, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas faire trop d'efforts et qu'ils passent plus de temps à la terrasse des cafés qu'au bureau. C'est un stéréotype qui ne concerne pas seulement les Français, on le retrouve aussi pour d'autres pays latins comme l'Espagne ou l'Italie. Mais évidemment, le podcast s'appelle Inner French, donc moi je vais plutôt vous parler de la France. On a déjà fait un épisode un peu sur ce sujet, c'était l'épisode 103 avec Anya, dans lequel on discutait des habitudes des Français au bureau, comment ça se passe quand on travaille avec des Français. Et c'était intéressant parce qu'on avait le point de vue d'une étrangère, donc d'Ania, qui est polonaise, et elle nous a parlé de son expérience à elle quand elle travaillait avec des Français. Mais aujourd'hui, on va essayer d'avoir une vision un peu plus macro. On va prendre du recul pour analyser la société française dans son ensemble. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. D'abord, on va parler des origines de ce stéréotype, de cette réputation. Pourquoi est-ce que les Français ont cette image ? Ensuite, on verra combien de temps les Français passent réellement au travail et on va essayer de comparer ça avec les travailleurs d'autres pays. Et puis, pour finir, dans une dernière partie, on verra si les Français sont productifs ou pas. Quand on les compare là aussi à d'autres travailleurs, les Français sont-ils plus ou moins productifs que les autres ? Voilà, vous connaissez le programme de cet épisode, donc maintenant, c'est parti ! Si les Français ont la réputation de travailler moins que les autres, c'est en grande partie lié à la protection sociale. C'est vrai que les travailleurs français sont très protégés, ils ont beaucoup d'avantages, surtout quand on compare leur situation à celle des travailleurs d'autres pays, par exemple les pays anglo-saxons comme les États-Unis, le Royaume-Uni, qui ont des modèles plus libéraux dans lesquels les travailleurs sont moins protégés. Et donc, quand on voit à quel point les salariés français sont protégés, eh bien, on peut avoir l'impression qu'ils sont plus intéressés par leurs vacances que par le temps qu'ils passent au travail. Alors, pour commencer, on va parler directement des congés payés, des vacances. Est-ce que les Français ont plus de vacances que les autres ? Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 46 à propos des vacances. Je vous avais fait toute l'histoire des congés payés, donc je ne vais pas la refaire maintenant. Simplement, il faut savoir que depuis les années 80, les Français, les salariés français, ont droit à 5 semaines de congés payés. Concrètement, ils ont 25 jours de congés payés, et si on ajoute les week-ends, ça fait 5 semaines. Mais ça, c'est le droit général, et ensuite, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle les conventions collectives. Les conventions collectives, ce sont des accords qui dépendent plutôt de secteurs. Donc, il y a le Code du travail qui définit le droit général pour le travail en entreprise, et par-dessus ça, en plus de ça, il peut y avoir des règles supplémentaires qui sont
dans les conventions collectives. Et en général, ces conventions collectives, elles permettent d'obtenir des conditions qui sont encore meilleures que dans le droit général, dans le code du travail. Par exemple, nous, chez Inner French, notre convention collective, c'est la convention collective de ce qu'on appelle l'enseignement privé à distance. Et grâce à cette convention collective, Ingrid et Anya ont droit à 5 jours de congés payés en plus chaque année. Donc elles n'ont pas 25 jours de congés payés, mais 30 jours. C'est pas mal. Parce que oui, même si Anya travaille en Pologne, j'ai décidé de lui donner le même nombre de jours de congés qu'Ingrid pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Donc ça, ce sont les congés payés, les vacances. Et en plus de ça, il y a évidemment les jours fériés. Et en France, on a 10 jours fériés, 10 jours où personne ne travaille. Ce qui fait un total de 35 jours. Et selon les conventions collectives, comme pour nous, ça peut monter à 40 jours de vacances dans l'année. Donc ça, c'est légèrement au-dessus de la moyenne européenne. La moyenne européenne, elle est plutôt entre 30 et 32 jours. Mais dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, là aussi, il y a 35 jours congés payés plus jours fériés. Et la championne d'Europe, ce n'est pas la France, mais c'est l'Espagne. En Espagne, il y a 30 jours de congés payés plus 14 jours fériés, ce qui donne un total de 44 jours. C'est pas mal cet épisode parce que ça va vous permettre de réviser les nombres aussi, même si je vais essayer de ne pas vous donner non plus trop de chiffres dans cet épisode. Mais voilà, l'Espagne est championne d'Europe, la France est à peu près au même niveau que l'Allemagne, mais il y a aussi beaucoup de pays européens où on a plutôt entre 20 et 25 jours de congés payés et jours fériés par an. Donc la France est plutôt dans les pays européens qui ont le plus de jours de vacances. Et quand on dézoome, quand on recule encore pour regarder au niveau mondial, on se rend compte que les pays européens sont plutôt bien lotis comparés au reste du monde. Être bien loti, ça veut dire qu'on a une situation plutôt positive, qu'on a de la chance, qu'on est chanceux. On dit être bien loti ou être mal loti. Être bien loti, être dans une situation favorable, et être mal loti, au contraire, quand on n'a pas de chance et on est dans une situation plutôt défavorable. Donc je disais que les pays européens sont plutôt bien lotis parce que quand on compare au reste du monde, c'est vrai qu'en général, les travailleurs ont moins de vacances. Il y a même des pays dans lesquels il n'y a pas de minimum de vacances, comme aux États-Unis par exemple, au niveau fédéral, il n'y a pas de nombre de jours minimum de vacances, donc ça dépend de chaque entreprise et les salariés doivent un peu se battre, j'ai l'impression, pour obtenir des vacances. Et puis dans les pays où il y a des congés payés, assez souvent c'est plutôt moins que ce qu'on a en Europe. Donc, pour résumer, c'est vrai que les Français sont bien lotis au niveau mondial. Quand on compare la France aux autres pays, c'est vrai qu'on a plus de vacances en France, mais notre situation est assez comparable à celle d'autres pays européens qui ont plus ou moins le même niveau de richesse que la France. La différence qui existe, peut-être à mon avis, c'est qu'en France, on n'hésite pas à prendre 2 ou 3 semaines de vacances d'un coup, notamment l'été. C'est très commun pour les salariés français de partir 2 ou 3 semaines en juillet ou en août. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement accepté par les entreprises, alors que dans d'autres pays, ça peut être plus difficile de faire une pause aussi longue, de prendre autant de vacances d'affilée. Et puis, l'autre différence aussi, on va en reparler un peu plus tard, c'est qu'en France, il existe une autre façon d'obtenir des jours de congé supplémentaires, ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup plus que ces 5 semaines de congés payés. Et ça, je vais vous en reparler juste après. Ensuite, il y a bien sûr la question de la grève.
c'est vrai qu'on plaisante souvent en disant que la grève, c'est le sport national en France et par définition, quand on est en grève, on n'est pas au travail. Alors, c'est vrai que la France a une longue histoire et une longue tradition de contestation sociale. On a eu dans notre histoire des grèves assez spectaculaires qui ont été très médiatisées, même à l'international. Donc, ça donne un peu l'impression que la France est un pays où les travailleurs sont régulièrement dans la rue au lieu d'être au bureau. Alors, il faut savoir qu'en France, notre tradition, c'est plutôt la contestation sociale et non pas la négociation. Ce qui est un peu différent, par exemple, de la situation en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, d'après ce que je sais, la tradition, c'est plutôt d'avoir un dialogue social entre les syndicats, les représentants des salariés, et les entreprises. Donc, ces représentants de salariés, ces syndicats, ils participent directement aux décisions de l'entreprise. Il y a davantage de négociations et de compromis, ce qui fait que les salariés allemands ont peut-être moins besoin de faire des grèves, de manifester pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est vrai que les Français sont les champions du monde de la grève. Quand on regarde le nombre de jours de grève par salarié, très souvent, c'est la France qui arrive en tête du classement. Mais pour nuancer un peu cette affirmation, il faut dire que ça dépend des années et surtout ça dépend des gouvernements. Il y a des années où ça se passe relativement bien au niveau politique et les salariés ne sont pas en grève, ne manifestent pas. Et au contraire, d'autres années avec des réformes, par exemple la réforme des retraites en 2010 et en 2023, des réformes qui ne plaisaient pas du tout aux travailleurs français et qui ont provoqué d'énormes grèves et d'énormes manifestations. Mais globalement, notamment quand on compare avec les autres pays européens, la France est toujours première ou parfois deuxième du classement, avec l'Espagne, encore une fois, qui nous passe devant. L'Espagne, on est en compétition avec eux à la fois sur le football et sur les grèves, il faut croire. Mais il faut dire aussi que les grèves en France sont souvent très visibles parce qu'elles touchent notamment le secteur public, comme les transports, l'éducation. Et ça, ça affecte beaucoup de monde, ça affecte beaucoup de personnes. Et puis les grèves en France, elles sont souvent nationales au lieu d'être localisées. Ce qui donne lieu aussi à de grandes manifestations, des manifestations assez spectaculaires que les médias aiment bien relayer parce que ça donne l'impression qu'il y a des émeutes en France ou un chaos total, alors que non, c'est juste une manifestation avec des salariés français. Et puis c'est aussi lié à une sorte de biais cognitif parce que comme il y a ce stéréotype sur les Français qui font toujours la grève, quand il y a une grève en France, elle est très médiatisée. On se dit « Ah, regardez les Français, ils sont encore en train de faire la grève au lieu de travailler ». Et c'est vrai que même nous, chez Inner French, on aime bien plaisanter avec ça et dire qu'on fait souvent la grève, donc ça renforce cette image. Mais par exemple, j'ai découvert qu'entre 2000 et 2009, le Danemark était le 3e pays le plus en grève en Europe. Et moi, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est vrai que quand on pense au Danemark, ou en tout cas moi, quand j'y pense, j'imagine pas que c'est un pays avec une forte contestation sociale. Au début des années 2000, si, apparemment, il y a eu beaucoup de grèves au Danemark. Et ça, j'imagine que les médias en ont un peu moins parlé parce qu'il n'y a pas forcément ce stéréotype sur les Danois qui font la grève. Mais quand on prend du recul par rapport à ça, on peut voir que la tendance de fond dans les pays riches, c'est que les gens font de moins en moins grève. Et ça, c'est vrai aussi en France. Il y a une baisse du nombre de jours de grève. C'est très clair quand on regarde l'évolution sur ces 30 dernières années. Les Français font de moins en moins souvent grève.
Maintenant, on passe à un autre grand pilier de la protection sociale des travailleurs, la retraite. Oui, parce que plus on peut partir à la retraite tôt, moins on travaille, c'est logique. Alors, jusqu'en 2010, en France, l'âge de départ à la retraite, c'était 60 ans. À 60 ans, on pouvait prendre sa retraite si, bien sûr, on avait travaillé assez d'années avant ça. Ensuite, en 2010, ça a été augmenté à 62 ans. Et là, il y a 2 ans, en 2023, l'âge de départ à la retraite a encore été augmenté. Aujourd'hui, il est de 64 ans. Ça, c'est une réforme qui a été adoptée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Une réforme qui n'a pas du tout plu aux Français. Il y a eu beaucoup de manifestations, de grèves. Je pense qu'Ingrid avait fait un épisode à ce sujet, il me semble. Donc voilà, aujourd'hui, en France, on peut prendre sa retraite quand on a 64 ans. Et ce chiffre est très proche de la moyenne européenne, parce que l'âge moyen de départ à la retraite dans l'Union européenne, c'est 65 ans. Donc seulement 1 an de plus qu'en France. Le vrai avantage de la retraite pour les Français, c'est ce qu'on appelle le taux de remplacement. Autrement dit, c'est la part du revenu que vous allez percevoir quand vous serez à la retraite par rapport au salaire que vous aviez quand vous travaillez. Et c'est vrai que le taux de remplacement pour les retraités français, il est plutôt généreux, surtout quand on compare à d'autres pays. Parce qu'un retraité français, en moyenne, va toucher les 3/4 du salaire qu'il avait avant de prendre sa retraite. 74% pour être précis, alors que dans les autres pays riches, on est plutôt autour de 60%. Et la grande différence, c'est que cette pension de retraite, elle est garantie par l'État. C'est pas comme d'autres pays dans lesquels la retraite se fait par capitalisation. Non, là, c'est l'État français qui vous paye votre retraite, qui vous paye les 3/4 du salaire que vous aviez quand vous étiez en activité. Bon, je vous laisse juger ce qui vous semble le plus sûr. Soit ce sont les marchés financiers qui paient votre retraite ou les assurances privées, soit c'est l'État. Mais en France, on a décidé que ce serait l'État, même s'il y a de plus en plus de politiciens qui aimeraient qu'on passe à un modèle de retraite par capitalisation. Mais bon, ça va être difficile de le faire accepter aux Français. Alors, en résumé, c'est vrai qu'avant 2023, la France avait les retraités les plus jeunes du monde. Les gens pouvaient prendre leur retraite à 60 ans. Mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, il faut avoir 64 ans pour pouvoir prendre sa retraite en France. Et puis, pour comprendre les origines de cette réputation, j'aimerais parler d'un dernier point qui ne concerne pas vraiment la protection sociale, mais un point plutôt culturel, celui de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est vrai qu'on en parle un peu partout maintenant, mais en France, ça fait assez longtemps, il me semble, qu'on s'intéresse à cette question et c'est quelque chose de très important pour nous. Peut-être plus que dans les pays anglo-saxons, par exemple, qui privilégient une approche plus intensive du travail. En France, on considère que le travail, c'est important, mais la vie personnelle est très importante aussi. Par exemple, vous savez qu'on a ce qu'on appelle la pause déj, la pause déjeuner. Donc, quand on travaille, le midi, on fait une pause pour aller manger. Et ça, c'est quelque chose qui est institutionnalisé, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. Par exemple, quand on travaille dans une entreprise française, c'est quasiment interdit d'organiser une réunion entre 13 et 14 heures parce que c'est le moment de la pause déjeuner. Parce que oui, travailler, c'est important, mais bien manger, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Donc, il est hors de question de sacrifier la pause déjeuner. Et depuis 2017, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est même garanti par la loi, grâce à une loi qui s'appelle le droit à la déconnexion. Concrètement, les entreprises ne peuvent pas exiger
que leurs salariés répondent à leurs emails ou répondent au téléphone en dehors des heures de travail. Donc en général, le soir et le week-end. Ça aussi, c'est pour vraiment protéger cet équilibre, pour dire qu'il y a un temps pour le travail et le reste du temps, les salariés doivent avoir la possibilité de totalement déconnecter, d'oublier leur travail. Bon, dans la réalité, je ne sais pas si ce droit à la déconnexion est très respecté parce que c'est les entreprises qui sont en charge de faire respecter cette règle et ça va un peu à l'encontre de leur intérêt parce qu'évidemment, les entreprises veulent que leurs salariés travaillent le plus possible. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très efficace, mais en tout cas, ce droit existe. Et il est d'autant plus important que depuis le Covid, vous le savez, avec l'essor du télétravail, eh bien, c'est devenu encore plus difficile de séparer vie professionnelle et vie personnelle. On a tendance à continuer de travailler quand on est à la maison, même le soir, même en dehors de nos horaires de travail. Voilà, la frontière entre les deux est devenue plus poreuse. Donc, en France, on a ce droit à la déconnexion pour encourager les salariés à vraiment séparer les deux. Voilà, maintenant qu'on a un peu mieux compris d'où vient ce stéréotype et en quoi il est en grande partie vrai, on va s'intéresser au nerf de la guerre, on va entrer dans le vif du sujet. Autrement dit, on va essayer de voir combien de temps les Français passent réellement au bureau. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu que la durée légale du travail en France, c'est 35 heures par semaine. Alors effectivement, c'est vrai depuis le 1er janvier 2000, grâce à une loi qui a réduit la durée légale du travail de 39 à 35 heures par semaine. Donc vous vous dites que les Français ont de la chance parce que dans beaucoup d'autres pays, la norme se situe plutôt autour de 40 heures par semaine. Mais attention, durée légale, ça ne veut pas dire que les salariés français n'ont pas le droit de travailler plus de 35 heures par semaine. Ça veut dire que si un salarié travaille plus de 35 heures, ces heures doivent être comptées comme des heures supplémentaires. Autrement dit, des heures qui doivent être mieux rémunérées. Quand un salarié travaille 35 heures ou plus, on dit qu'il est à temps plein ou à temps complet. Au contraire, s'il travaille moins de 35 heures, il est à temps partiel. Retenez bien ces deux expressions si vous ne les connaissez pas, elles sont importantes. Temps plein et temps partiel. D'ailleurs, il y a une autre expression liée aux 35 heures qu'il faut connaître, RTT, réduction du temps de travail. Si vous travaillez dans une entreprise française, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, un jour de RTT, c'est un jour de congé, un jour de repos. Quand quelqu'un dit « je prends un RTT vendredi » ou « je pose un RTT vendredi », ça veut dire qu'il ne travaillera pas vendredi. Concrètement, les RTT sont une solution pour faire travailler les salariés plus de 35 heures sans devoir les payer plus. Au lieu de leur payer ces heures supplémentaires, leur entreprise leur offre des jours de RTT. Par exemple, un salarié qui travaille 37 heures par semaine reçoit 1 jour de RTT par mois ou 2 jours pour un salarié qui travaille 39 heures. Autrement dit, chaque mois, il peut prendre 1 ou 2 jours de RTT, 1 ou 2 jours où il ne travaille pas. Comme ça, quand on calcule la moyenne des heures travaillées dans le mois en prenant en compte les jours de RTT, le salarié a bien une moyenne de 35 heures par semaine. C'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas seulement les congés payés, il y a aussi les RTT. Un salarié français qui travaille 39 heures par semaine a 5 semaines de congés payés plus une vingtaine de jours de RTT, donc quasiment 4 semaines en plus. Évidemment, ça ne concerne pas tous les salariés, mais quand on prend en compte les RTT, là, oui, les Français ont beaucoup plus de vacances. Désolé, je sais que c'est un peu technique tout ça, mais depuis qu'on a adopté la loi des 35 heures,
les RTT font vraiment partie de la culture française. Donc, je voulais vous aider à mieux comprendre ce que c'est. C'est simplement des jours de vacances supplémentaires pour les salariés qui travaillent plus de 35 heures par semaine. Une autre chose à savoir, c'est que les 35 heures ne s'appliquent pas à tout le monde. Bien sûr, elles ne s'appliquent pas aux travailleurs indépendants, aux agriculteurs, aux chefs d'entreprise, bref, à tous ceux qui ne sont pas salariés. Ils peuvent travailler autant d'heures qu'ils veulent. Les 35 heures ne s'appliquent pas non plus aux cadres. Cadre, c'est un statut particulier dans une entreprise. Pour simplifier, on peut dire qu'un cadre, c'est un manager, un salarié qui a une certaine expertise, beaucoup de responsabilités et souvent une équipe à gérer. Je vous disais donc que les 35 heures ne s'appliquent pas aux cadres. Les cadres sont rémunérés en fonction du nombre de jours. S'ils travaillent 4, 8 ou 12 heures ce jour-là, ça ne change rien à leur salaire. En général, les cadres travaillent bien plus de 35 heures par semaine. D'ailleurs, quand on compare les cadres français à leurs homologues européens, ce sont eux qui font les plus longues heures. Pareil pour les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise français passent plus de temps au travail que leurs homologues européens. Il faut dire aussi que, comme dans tous les pays, en France non plus, le code du travail n'est pas toujours respecté. Dans certains secteurs ou certaines entreprises, les salariés français sont très protégés. Mais il y en a d'autres où ils sont plus ou moins forcés d'accepter des conditions qui sont en dehors de la loi. Je vous dis ça en connaissance de cause, je l'ai vécu moi-même. Vous savez peut-être que j'ai travaillé dans une agence de publicité à Paris, dans plusieurs agences d'ailleurs, parce que j'ai aussi fait des stages. Et je peux vous dire que dans ce milieu, dans le monde de la publicité, personne ne s'occupe du code du travail. Au contraire, il y a une certaine fierté à ne pas compter ses heures, à faire des grosses journées. On reste tard au bureau pour montrer qu'on est bosseur, qu'on est travailleur et qu'on mérite une promotion. Moi, quand je travaillais en agence de publicité, j'étais jeune et ambitieux, donc je bossais souvent plus de 9 heures par jour. Ah oui, bosser, si vous ne le savez pas, c'est un verbe familier pour dire travailler. Je bosse, je travaille. Ça s'écrit B-O-S-S-E-R. Donc moi, en agence de publicité, je bossais souvent plus de 9 heures par jour. Ça faisait donc des semaines de travail d'environ 45 heures. Et pourtant, j'étais même pas cadre. Mais comme je voulais monter les échelons, progresser dans la hiérarchie, je me plaignais pas que le code du travail n'était pas respecté. Et les agences de publicité ne sont pas la seule exception. Il y a plein d'autres secteurs dans lesquels les salariés ne comptent pas leurs heures, souvent les secteurs qui sont très concurrentiels. Bref, vous avez compris que même si la durée légale du travail est de 35 heures, beaucoup de Français travaillent plus que ça. Soit parce qu'ils sont indépendants, chefs d'entreprise, cadres, ou à cause de leur secteur d'activité. D'ailleurs, quand on demande aux Français qui sont à temps complet combien de temps ils travaillent, la moyenne est plutôt de 40 heures par semaine. Maintenant, qu'est-ce que ça donne quand on compare ça aux autres pays ? Eh bien, je me suis rendu compte que c'est assez difficile de trouver une réponse claire parce que tous les pays ne mesurent pas cette donnée de la même manière. Par exemple, est-ce qu'ils prennent en compte seulement les salariés ou aussi les indépendants ? Seulement les salariés à temps complet ou aussi ceux à temps partiel ? Est-ce qu'ils comptabilisent les congés payés ou non ? Bref, vous comprenez que c'est un sacré casse-tête. Donc, j'ai décidé de ne pas vous assommer de chiffres. Assommer, ça signifie frapper quelqu'un sur la tête si fort qu'il perd connaissance, mais ça veut aussi dire ennuyer fortement quelqu'un. Moi, je ne veux pas vous ennuyer avec des chiffres, donc je vais simplifier les choses, encore une fois. Et si vous voulez creuser le sujet, si vous voulez en savoir plus, il y aura les liens des études que j'ai utilisées sur la page de l'épisode. Au niveau européen, on peut dire que la France est dans la moyenne de ses voisins. Les Grecs, les Portugais et les Européens de l'Est travaillent 2 ou 3 heures de plus par semaine. Au contraire, les Allemands, les Autrichiens, les Néerlandais, les Norvégiens ou encore les Luxembourgeois travaillent 1 ou 2 heures de moins.
Et oui, malgré ce qu'on entend souvent, les Allemands bossent moins que les Français. Et quand on regarde seulement les travailleurs indépendants, les Français font partie de ceux qui passent le plus de temps au travail. Et c'est pareil pour les salariés à temps partiel. En moyenne, ils travaillent plus d'heures que leurs collègues européens. Bref, vous avez compris qu'il n'y a pas de gros écarts, de grosses différences entre les pays européens. Mais on peut quand même observer qu'en général, plus un pays est riche, moins ses habitants passent de temps au bureau. Et cette tendance, on la retrouve au niveau mondial. Évidemment, il y a des exceptions comme les États-Unis ou la Corée du Sud, des pays où la culture du travail est très forte, mais sinon, la tendance va plutôt dans le sens d'une réduction du temps de travail au fur et à mesure qu'un pays s'enrichit. Et pour une fois, la France ne fait pas exception. Maintenant qu'on a parlé du temps que les Français passent au travail, on va voir s'ils sont productifs ou pas. Un discours qu'on entend souvent chez les politiciens de gauche en France et aussi dans les médias de gauche, c'est que oui, les Français travaillent moins, mais ils compensent en étant plus productifs. On dit même parfois que s'il y a du chômage en France, c'est parce que les Français sont trop productifs. Comme ils arrivent à faire le travail de 2 personnes à la fois, eh bien les entreprises ont moins besoin de recruter. Pour savoir si les Français sont vraiment aussi productifs qu'on le dit, il faut d'abord comprendre ce qu'est la productivité. La productivité, c'est le rapport entre une production, un bien ou un service produit, et les ressources utilisées pour l'obtenir, comme le temps de travail, les matières premières, l'énergie, etc. Par exemple, si une usine produit 100 voitures avec 10 ouvriers, la productivité du travail est de 10 voitures par ouvrier. En général, pour comparer la productivité entre les pays, on mesure les richesses produites en fonction du nombre d'heures travaillées. Bon, cet indicateur, il a plein de limites. Par exemple, il ne prend pas en compte d'autres facteurs comme le capital. Par exemple, oui, un ouvrier a produit 10 voitures, mais combien de machines il y avait dans l'usine? Peut-être que ça aussi, c'est important de le prendre en compte si on veut comparer la productivité entre plusieurs usines. Donc voilà, cet indicateur, il a des limites, mais c'est l'indicateur qui est utilisé par l'OCDE pour faire son classement. L'OCDE, c'est une organisation qui regroupe plein de pays, plutôt des pays riches, des pays européens, aussi les États-Unis, Canada, quelques pays asiatiques comme le Japon et la Corée du Sud. Donc, bon, ça nous permet vraiment de comparer la productivité avec des pays qui ont une économie qui est plus ou moins au même niveau. Et c'est vrai que quand on regarde ce classement, à partir de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, la France était souvent numéro 1. La France était championne du monde de la productivité, cocorico, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce classement, on est plutôt aux alentours de la 10e place, mais on est quand même à égalité de pays comme l'Allemagne. Et c'est vrai qu'on se compare souvent à l'Allemagne parce que c'est une économie qui est très productive. Donc souvent, on se dit « Ah, il faudrait qu'on fasse comme les Allemands ». Mais quand on regarde la productivité, eh ben, on est à peu près au même niveau. Bon, par contre, on est moins productif maintenant que les travailleurs aux États-Unis, mais on reste quand même plus productif que les travailleurs au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et même au Japon. Donc, l'information à retenir ici, c'est que oui, les Français ont été champions de la productivité mondiale pendant plusieurs décennies, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus dire que les Français travaillent moins, mais qu'ils sont plus productifs, même s'ils restent quand même dans le haut du classement en termes de productivité. Bon, je vous ai donné beaucoup d'informations dans cet épisode. C'est un épisode assez dense, donc je vais essayer de reprendre les points les plus importants, faire un petit résumé. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose d'utile ou pas, je ne sais pas. Alors,
c'est vrai que les salariés français bénéficient de beaucoup d'avantages sociaux. Il y a les 5 semaines de congés payés, les 5 semaines de vacances, les 35 heures, les fameuses RTT, réduction du temps de travail. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que beaucoup de Français travaillent bien plus que 35 heures par semaine, notamment les indépendants, les cadres, les chefs d'entreprise. Et puis, ces avantages sociaux, ils sont de plus en plus remis en cause par les gouvernements de ces dernières années. Donc, c'est pas sûr que les Français aient encore de tels avantages dans les années à venir. C'est vrai aussi que les Français ont pendant longtemps compensé une durée du travail plus faible par une meilleure productivité, mais ça aussi c'est un peu moins vrai depuis quelques années. Les Français restent très productifs, mais ils ont été rattrapés par d'autres pays. Donc, on ne peut plus dire que les Français sont les champions du monde de la productivité. Finalement, une autre question que j'ai pas eu le temps d'aborder dans cet épisode, mais qui est assez intéressante, c'est est-ce que les Français aiment leur travail? Est-ce qu'ils aiment travailler? Il y a un sondage de référence sur cette question, je le mettrai aussi sur la page de l'épisode, et ce sondage montre qu'environ les 3/4 des travailleurs français se déclarent satisfaits de leur travail, et notamment les indépendants qui se déclarent même très satisfaits. Donc on voit que les Français ne sont pas anti-travail, en général les Français sont satisfaits de leur travail. Et dans un autre sondage de référence qui compare les valeurs entre les Européens, on voit aussi que les Français déclarent plus souvent que leur travail a une place importante dans leur vie que leurs voisins européens. Autrement dit, pour les Français, la place du travail semble plus importante proportionnellement que dans d'autres pays européens. En tout cas, elles sont au-dessus de la moyenne européenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et bravo parce que c'était assez dense. J'espère que vous avez les idées un peu plus claires en ce qui concerne la relation des Français à leur travail. Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt. Ciao!